Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Michèle Morel, bonjour. Bonjour, monsieur Ruffier. Vous êtes conseillère régionale, vous êtes déléguée départementale du RN dans le Rhône. Alors, un petit mot d'explication à nos téléspectateurs. On vous a déjà invité la semaine dernière. Si vous revenez aujourd'hui, c'est que nous avons proposé à 2 représentants de La République En Marche de venir. Thomas Redigoz la semaine dernière, Ambroise Mégéan demain. On a proposé au RN de nous envoyer quelqu'un d'autre, mais finalement, il n'y avait que vous de disponible. Bon. Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant pour un parti qui est appelé à gouverner la France dès lundi prochain, si jamais votre candidate gagne, d'avoir aussi peu de force vive dans la région? J'espère quand même que vous êtes heureux de me recevoir, monsieur Ruffier. Voilà. Non, c'est le Covid qui nous fait des misères. Donc, il y a eu une contamination due à un voyage que nous avons fait ensemble pour aller à Perpignan au meeting de Marine Le Pen. Et donc, on a beaucoup de malades. Le problème, c'est ça. Voilà. C'était un mot d'explication pour nos téléspectateurs, mais on est tout à fait ravis de vous recevoir. Vous avez suivi, j'imagine, le débat hier soir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. 5 ans que votre candidate se prépare pour réparer ce qui avait été un peu qualifié de fiasco en 2017. Est-ce que, à lire les commentaires ce matin, les résultats des sondages, on pourrait dire encore ratés? Ah non, c'est pas raté. D'ailleurs, j'écoutais en venant donc une émission sur une antenne concurrente, donc de Monsieur Darmanin, qui lui-même dit d'ailleurs que le débat a été de bonne tenue, assez courtois. Bien sûr, il y a eu des échanges un petit peu vifs, ce qui est tout à fait logique et normal, mais que dans l'ensemble, c'est un débat qui a d'ailleurs été plaisant à écouter et entendre. Il n'y a pas eu de moment d'énervement, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de mots. Bien sûr, par moments, des échanges un petit peu vifs sur certains dossiers, ce qui est tout à fait normal et logique, hein, c'est le système même du débat. Mais en fait, non, nous, on a été agréablement surpris par la teneur et la tenue du débat. Quoique, Monsieur Macron ne peut pas s'empêcher par moments, avec un certain dédain, de montrer l'ennui qu'il avait d'écouter Marine Le Pen en prenant des pauses affligées. Enfin bon, ça c'est Monsieur Macron. Il a dit en fin d'émission que votre candidate avait été plus disciplinée qu'il y a 5 ans. C'était un choix volontaire, vous croyez, d'être dans la retenue pour essayer d'asseoir une position présidentielle alors qu'elle avait paru peut-être trop agressive il y a 5 ans? Elle était plus sûre d'elle, parce qu'elle s'est vraiment emparée vraiment profondément et sincèrement de son programme. Elle l'avait bien travaillé, elle a pris la mesure des choses, elle a corrigé aussi ses erreurs, donc on la sentait plus apaisée et plus sûre d'elle sur tous ses arguments. Il y a beaucoup de points cependant sur lesquels elle n'a pas eu de réponse, peut-être que vous allez nous apporter aujourd'hui. Ça a commencé d'abord sur le pouvoir d'achat, qui était son angle principal de campagne. Emmanuel Macron lui a pointé que la mesure phare que vous prévoyez, c'est la baisse de la TVA sur les biens de première nécessité. Ça représente que 13 € par an. Et puis c'est une mesure injuste qui coûtera assez cher, qui bénéficiera à tout le monde, pas simplement aux gens qui en ont le plus besoin. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, parce que quand on annonce des chiffres, quand on a des certitudes comme ça, il faudrait aussi qu'en même temps, on nous explique comment est-ce qu'il a fait ses calculs, 13 € par an. Est-ce qu'il a conscience quand même de ce que c'est que de vivre chichement, que de vivre pauvrement? Je ne pense pas qu'il en ait véritablement la mesure. Où est-ce qu'il prend ce chiffre de 13 €? Il ne nous l'a pas dit. Alors on peut annoncer ce qu'on veut, hein. Nous on va dire, ben non, c'est pas 13 €, c'est 150. Il faut savoir justifier aussi les chiffres qu'on annonce. Et il ne l'a pas fait. En revanche, il s'agit effectivement d'une mesure, une baisse de la TVA qui s'applique à tout le monde, quels que soient les revenus des consommateurs. Et plus on est riche, plus on consomme, donc plus on bénéficie de l'aide. On pourrait dire la même chose de votre autre mesure phare, qui est la suppression des impôts sur le revenu pour les moins de 30 ans. Oui. C'est Kylian Mbappé qui va être content. Alors, content par rapport à son revenu, par contre, il va payer forcément l'impôt sur la fortune. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il payera des impôts. C'est vraiment un mauvais calcul qu'on nous fait. L'impôt sur la fortune, c'est sur un patrimoine. Voilà. Ce sera bien plus faible que ce qu'il paye aujourd'hui sur ses propres revenus. Enfin, personne a l'air d'être choqué des sommes faramineuses qu'il reçoit. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on soit choqué sur cette mesure-là. Mais à partir de là, vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de pire injustice que l'égalité. Donc c'est très compliqué aussi d'avoir à formater dans un ensemble la globalité d'un projet. Mais il faut être réaliste par rapport à... Vous parlez des jeunes,
et donc de ne pas avoir à payer d'impôts. Vous savez que ce qu'on recherche en fait, parce qu'il y a des statistiques là-dessus, les jeunes qui ont un certain niveau notamment, qui ont un niveau d'études, donc qui ont un bagage professionnel, vont choisir souvent de partir à l'étranger, en Angleterre ou aux États-Unis. Il y a des faits là-dessus, des statistiques. Et ce qu'on recherche à faire, nous, c'est de garder nos jeunes. C'est de garder finalement ce devenir de notre société, des professionnels. Il faut absolument qu'ils se fidélisent et qu'ils restent dans le pays. Ça, c'est un argument que, par exemple, Marine Le Pen n'a pas pensé à utiliser Elle n'a hier. pas eu le temps de le faire. Sur l'Union européenne, Emmanuel Oui. Macron a accusé votre candidate de mentir sur la marchandise, de vouloir sortir sans le dire de l'Union européenne, en rappelant que 80% du programme de 2017 était inapplicable en restant dans l'Union européenne. Il a demandé, bon, alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est votre programme? Est-ce que vous avez renoncé à 80% de vos idées? Non. Ou est-ce que vous cachez qu'en réalité vous voulez sortir de l'Europe? On n'a pas besoin de se cacher. Nous sommes très, très transparents sur ce que nous voulons faire. Nous le disons, nous le rabâchons depuis des mois et des mois. Ce qui pose problème, ce n'est pas l'Europe, ce qui pose problème, c'est l'Union européenne, dans sa fonction et dans son organisation actuelle, qui déçoit beaucoup, qui ne répond pas aux attentes finalement ni des pays ni des particuliers. Et c'est ce que nous voulons changer et modifier. On ne quitte pas l'Europe. Nous sommes, je le dis tout le temps, nous sommes un pays européen. Comment voulez-vous qu'on fasse pour quitter l'Europe? Il est bien évident qu'il faut qu'il y ait un consensus, il faut que nous restions justement dans une organisation européenne. Mais ce que nous voulons, nous, c'est l'alliance des nations souveraines. Et ensuite, après, qu'il y ait donc une communauté de, une communauté de pays. Il n'y a pas que la Hongrie, il n'y a pas que la Pologne qui le souhaite. Il y a d'autres pays qui discutent actuellement, qui rencontrent. Il y a des rencontres, des discussions, des rendez-vous qui se font. Et à terme, on sait qu'in fine, c'est quelque chose qui peut être faisable. Alors, après, on peut jouer sur les mots. Évidemment, l'Union européenne, telle qu'elle est construite, ne nous convient pas, ne nous convient plus. Donc il faut que nous puissions reprendre notre souveraineté, mais rester dans un consensus, parce que tout seul, c'est clair, on ne peut pas rester tout seul. Autre sujet qui a pris une place importante hier soir, c'est la question du climat. Je sais que la semaine dernière, vous aviez reconnu que vous n'étiez pas une spécialiste du sujet. Vous n'aviez pas entendu parler du GIEC d'ailleurs. Est-ce que vous avez pu réviser vos fiches? Oui, un tout petit peu, tout à fait. Mais bon, comment dire, réviser le climat en l'espace de 3 ans, enfin, on trouve ça un petit peu quand même aléatoire. Et encore une fois, on ne voit pas sur quels critères vraiment particuliers et profonds ils se jugent pour avoir à donner une date, une date butoir de 3 ans. Enfin, ça nous a paru un petit peu superficiel. Il y a 3 ans pour agir, pour inverser la courbe de la progression. Oui, mais alors à ce moment-là, nous ne sommes pas que nous Français concernés. Vous savez que nous sommes quand même un pays quand même assez propre. On est quand même assez rigoureux dans ce niveau-là. Il faut plutôt aller un petit peu taquiner les Chinois, par exemple, tous ces pays qui sont beaucoup plus pollueurs que nous. Mais ça, par contre, personne ne le fait. Sur la question de l'énergie, dont on a parlé beaucoup hier soir, Emmanuel Macron a pointé une incohérence sur l'hydrogène. Votre candidate annonce qu'elle veut développer sa production, mais en même temps, elle veut baisser la production électrique, puisqu'elle veut démanteler les éoliennes, limiter les projets d'autres énergies propres, comme le photovoltaïque. Et finalement, pour faire de l'hydrogène, il y a besoin d'électricité. Donc il y a besoin aussi, surtout, on base finalement l'évolution de l'hydrogène par le nucléaire. Et vous savez que si le nucléaire n'est pas l'énergie exclusive et globale, c'est vrai qu'il faut trouver des énergies renouvelables. Il faut trouver. Mais en ce qui concerne. Ce qui a répondu hier sur le nucléaire, c'est que les centrales commandées n'ouvriront qu'en 2035. Oui. Donc comment on fait d'ici là? On ne peut pas développer l'hydrogène avec le nucléaire avant 2035. Oui, mais c'est vrai qu'il y a ensuite, il y a, je crois, 17 centrales. Oui, 17 centrales qui posent problème à l'heure actuelle. On sait aussi qu'elles ont un temps de vie de 40-50 ans. On est tout à fait conscient de ça. Simplement, il ne faut pas abandonner le nucléaire. Il faut au contraire essayer de le développer. Puis, quand on parle de nous, les éoliennes, on ne veut pas. Par contre, il faut aussi faire un effort supplémentaire sur le photovoltaïque qui ne pose pas de problème au niveau de l'environnement. Et moi, on est
assez surpris finalement de la position des écologistes là-dessus. Elle était plutôt réservée sur le photovoltaïque hier, Marine Le Pen. Oui, enfin, parce qu'elle est vraiment axée aussi sur l'hydrogène, mais en fait, c'est un tout. On ne peut pas avoir uniquement que du nucléaire et que de l'hydrogène. Il faut aussi partir sur du photovoltaïque et peut-être aussi d'autres sources, il faut rechercher effectivement des évolutions dans ce sens-là. Dernier sujet qui a été abordé à la fin, finalement, c'était celui de la laïcité. Oui. Marine Le Pen a beaucoup insisté sur le fait qu'elle voulait interdire le voile dans l'espace public. Ce serait une première au monde, lui a répliqué Emmanuel Macron, qui a pointé le cas de Latifa Ibn, la mère du soldat français qui avait été tué par Mohamed Merah, en disant on lui a enlevé son fils. Est-ce que vous allez lui arracher son voile? Non. Moi, je ne veux pas répondre à cette question de cette façon-là. Je veux que nous voulons que le monde musulman nous aide. On sait très bien que le voile n'est pas une obligation pour le respect de leur religion. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de musulmanes qui ne veulent pas le porter. Et je pense que si vraiment les musulmans veulent avoir avec nous faire une communauté de société, il faut qu'ils fassent cet effort. Non pas parce qu'à chaque fois que l'on rencontre quelqu'un qui est voilé, pour nous c'est une personne terroriste, bien loin de là, mais c'est une symbolique, c'est un symbole. La preuve, c'est que leur mère, leur grand-mère, quand elles sont arrivées en France dans les années 70-80, ne portaient pas le voile. Il n'y avait pas de revendication à cette époque. Et je voudrais si elles m'écoutent, si certaines d'entre elles m'écoutent, leur dire cette anecdote que j'ai eue il y a quelques années en écoutant une émission de Faradiba qui était invité dans une émission bien connue le dimanche, à qui la question était posée: que pensez-vous de ces jeunes femmes qui veulent maintenant en France revendiquer de porter le voile? Elle avait répondu d'une façon très simple, mais qui m'avait beaucoup, beaucoup frappée. Elle avait dit: je leur demande simplement de réfléchir. Dans leur pays d'origine, leur mère et leur grand-mère ont pleuré pour pouvoir l'enlever. Voilà. Donc, personnellement, moi, je suis catholique. Je n'éprouve pas le besoin de porter une croix pour montrer que je suis catholique. D'accord ? On a demandé aussi aux religieux catholiques, les prêtres, les religieuses, d'avoir à s'habiller en civil. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de révolution, ils l'ont fait. Donc nous leur demandons aussi, parce que en fait... La loi ne leur impose pas. Là, ce que vous proposez, c'est une loi qui interdise le port du voile dans l'espace public. Oui, parce que dans la pratique, inapplicable. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, ça crée une sorte d'ambiguïté, mais in fine, notre idée, c'est que ce voile ne doit pas devenir non plus, il a été peut-être dévoyé aussi, peut-être de sa fonction religieuse, pour devenir finalement une arme portée par des frères musulmans qui imposent d'ailleurs à leurs propres jeunes filles. Vous savez, on les rencontre sur les marchés et elles ont plus à craindre, elles, de l'islamisme que nous. Donc, en fait, si vous voulez, on est bien obligé de faire un parallèle entre le port du voile et les volontés, finalement, géopolitiques, islamistes, politiques en France. Il faut être réaliste, hein. On n'est pas sur un conte de fées. Il faut comprendre aussi ce qui peut se passer, des évolutions dans la société. Donc nous faisons ce parallèle, nous ne disons pas qu'à chaque fois que nous rencontrons une dame voilée, c'est une terroriste, bien loin de là, mais derrière, il y a autre chose et il faut savoir y faire face. Michèle Morel, je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.